Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle vidéo qui porte sur la notion de liberté en philosophie. On va tout d'abord nous pencher sur des problèmes et plus précisément d'un point de vue de l'existence humaine et de la culture. Le premier problème est le suivant. Nos choix sont-ils libres? Nous pouvons penser que nos choix sont libres car ils sont conscients et réfléchis. Cependant, connaissons-nous vraiment l'origine de nos choix? Le déterminisme montre qu'ils sont déterminés par des causes extérieures à nous-mêmes que nous ignorons souvent. Malgré notre volonté, notre conscience et notre raison, dans quelle mesure maîtrisons-nous nos choix? Maintenant, penchons-nous à un point de vue moral et politique. On se demande, la liberté d'expression doit-elle être limitée? En démocratie, l'une des libertés fondamentales est le droit de chacun à exprimer ses idées sans contrainte pour favoriser la confrontation des idées. Toutefois, la diffusion de certaines idées ne peut-elle pas être considérée comme nocive et dangereuse pour la démocratie et ne devrait-elle donc pas être limitée? Passons maintenant à un autre problème. Faut-il être absolument libre pour être responsable? Les lois juridiques et morales condamnent un individu qui les enfreint. Cependant, si nous ne sommes pas libres de choisir de respecter ou non les lois, sommes-nous toujours responsables de cette transgression? Le concept de liberté a des enjeux politiques, moraux et sociaux importants, car il paraît difficile de condamner une personne dont les actes sont déterminés par autre chose qu'elle-même. Enfin, passons au problème qui stipule que la liberté de chacun s'arrête seulement là où commence celle d'autrui ou non. Tout individu désire être libre et ne peut pas survivre que s'il est en société. Comment concilier ces deux contraintes? Il est clair qu'on ne peut avoir une liberté illimitée en vivant en société. Tout individu désire être libre et ne peut survivre qu'en société. Comment concilier ces deux contraintes? Il est clair qu'on ne peut avoir une liberté illimitée en vivant en société. Mais il est aussi évident que si l'individu vit en société, c'est pour être libre et heureux. Quelles sont les contraintes légitimes que la société peut imposer à un individu? Passons finalement à un point de vue de la connaissance. On se demande, l'action politique peut-elle être entièrement libre? Agir en politique, c'est prendre des décisions. Cependant, le champ politique comporte des obstacles imprévisibles, la nature, les actions d'autrui, etc. Comment accorder notre action à l'incertitude du cours des choses afin de préserver notre liberté? Finalement, et pour finir, le dernier problème demande si nous connaissons déjà l'avenir, quelle serait notre liberté? Nous ne pouvons pas connaître toutes les causes et tous les effets de chaque action dans l'univers. Toutefois, cela signifie-t-il que chaque événement n'est pas déterminé? Il est clair que nous ne pouvons pas tout prévoir, mais il est aussi évident que nous ne sommes pas omniscients. Y a-t-il des causes qui nous sont inconnues? Est-ce notre ignorance qui nous fait croire au hasard ou le hasard existe-t-il vraiment? Passons maintenant au concept lié à la notion de liberté. Nous avons le terme autonomie. Donc autonomie. Qui signifie le fait de se donner à soi-même, donc auto en grec, sa propre loi, donc nomos en grec. L'autonomie est en gros le synonyme d'autodétermination, c'est-à-dire se donner à soi-même sa propre loi. L'autonomie s'oppose à l'indépendance. L'indépendance qui, contrairement à l'économie, est l'absence d'empêchement extérieur dans la réalisation d'une action volontaire. Donc on parle ici de liberté absolue, l'indépendance. Toutefois, l'indépendance, ce n'est pas le libre arbitre, parce que j'ai menti, l'indépendance, ce n'est pas la liberté absolue. L'indépendance, c'est l'absence d'empêchement dans la réalisation d'une action volontaire, alors que le libre arbitre, c'est la capacité de faire des choix qui proviennent véritablement de nous-mêmes. On peut être restreint avec l'indépendance, mais quand même faire un choix qui est le nôtre. Mais dans le libre arbitre,
On peut faire n'importe quel choix qui provient de nous et seulement nous. Passons maintenant aux repères. Nous avons contingent et nécessaire. Quelque chose de contingent, c'est ce qui peut ne pas être ou être autrement qu'il est. Par exemple, croiser un chat noir en rentrant chez soi est un événement contingent. Une fois que l'on a croisé ce chat, rien n'assure qu'il nous arrivera nécessairement un malheur. Alors que le nécessaire, c'est ce qui ne peut pas ne pas être ou être autrement qu'il est. Par exemple, dormir est nécessaire au maintien de la vie de l'être humain. Dormir jusqu'à midi n'est pas nécessaire, ceci est contingent, on peut se lever plus tôt. Enfin, passons aux thèses des grands philosophes de renom. Le premier philosophe, c'est Descartes, qui est pour la thèse que la raison garantit l'exercice de notre libre arbitre. Donc, Descartes qui dit « La volonté consiste seulement en ce que nous pouvons faire une chose ou ne la faire pas. » Selon Descartes, les êtres humains se distinguent des autres êtres vivants et inertes par le fait qu'ils possèdent un libre arbitre qui leur permet de faire des choix libres. Par exemple, dans le film I, Robot, le roboticien Alfred Lanning est retrouvé mort. Dale Spooner, un officier de la police, enquête pour connaître le meurtrier. Les circonstances du drame l'amènent à soupçonner Sonny, un robot. Cependant, les robots ont été programmés dès leur fabrication pour respecter 3 lois, dont une affirme qu'ils ne peuvent pas porter atteinte à un être humain. Dale Spooner a-t-il raison de penser que Sonny n'est pas libre de tuer Lanning? Les êtres humains sont aussi soumis à des lois interdisant le meurtre. Pourquoi peuvent-ils tout de même en commettre? Objection. N'avons-nous pas aussi le sentiment parfois d'être poussés par des causes inconnues à faire des choix que nous regrettons par la suite? Passons maintenant à la thèse du déterminisme, qui stipule que notre existence est déterminée par des désirs, des motivations inconscientes et des causes sociales qui échappent à notre pouvoir. Un des philosophes qui est pour cette thèse est Baruch Spinoza. Donc Spinoza qui dit « Les hommes ont conscience de leur appétit et ignorent les causes qui les déterminent. » Selon lui, tout individu est déterminé par des causes extérieures à lui-même qu'il ignore. Par exemple, en 1983, le scientifique Benjamin Libet a réalisé une expérience visant à mesurer les écarts de temps entre les différentes étapes de la mise en place d'une action volontaire. Le protocole prévoit que les participants appuient sur un bouton au moment où ils le souhaitent, en repérant sur une horloge à quel moment précis ils ont pris leur décision. Pendant ce temps, un électroencéphalogramme mesure à quel moment se déclenche l'onde cérébrale qui prépare le mouvement de la main. Voici l'ordre dans lequel les événements ont été mesurés. Premièrement, le cerveau prépare le mouvement de la main. Puis le sujet décide consciemment de bouger la main. Et enfin, la main appuie sur le bouton. La décision d'appuyer sur le bouton est-elle donc entièrement libre selon les résultats observés? Pourquoi? Les conclusions de l'expérience de Libet ont été critiquées, notamment concernant l'interprétation des résultats observés. Y a-t-il des éléments de mesure moins précis que d'autres? L'action choisie est-elle bien entièrement volontaire? Une objection demande si nous aussi n'avons-nous pas ou peu de liberté qu'un simple automate. Si des causes nous déterminent sans que nous les sachions, est-il possible d'en prendre conscience malgré tout? Passons maintenant à un autre philosophe qui est pour la thèse du déterminisme. Il s'agit de Karl Marx. Il dit « Ce n'est pas la conscience qui détermine la vie, c'est la vie qui détermine la conscience. » Selon Marx, l'existence d'un individu est donc déterminée par la classe sociale à laquelle il appartient. Par exemple, prenons le destin au berceau, inégalité et reproduction sociale. Dans ce dernier ouvrage, le sociologue Camille Penier montre qu'en France, dans les années 2010, 70% des enfants de cadres ont un emploi d'encadrement, alors que 70% des enfants d'ouvriers ont un emploi d'exécution. Cette comparaison statistique renforce l'idée de reproduction sociale, formulée par les sociologues français Père Bourdieu dans les années 1970.
selon laquelle les individus héritent de la position sociale de leurs parents. Cette idée de reproduction sociale confirme telle ou contredit telle la thèse du déterminisme social. Et pourquoi? Objection. Affirmer que tout individu est déterminé par son milieu social d'origine, n'est-ce pas le priver de toute responsabilité personnelle dans ses choix de vie? Passons maintenant au dernier philosophe qui est pour le déterminisme, c'est Sigmund Freud. Il dit « Apprends d'abord à te connaître, alors tu comprendras pourquoi tu dois devenir malade, et tu éviteras peut-être de le devenir. » Selon Freud, notre vie psychique se déroule hors de notre maîtrise consciente, et nous ne pouvons aspirer qu'à la comprendre. Par exemple, dans les 5 leçons sur la psychanalyse de Freud, ce dernier prend l'exemple d'Elisabeth, une jeune femme soignée pour des troubles psychiques graves. Durant la cure, elle accède à un souvenir refoulé qui remonte à la mort de sa sœur. Maintenant, il est libre et il peut m'épouser, elle se dit, trahissant ainsi le désir inavouable qu'elle éprouvait pour son beau-frère. La psychanalyse lui a permis de prendre conscience de son désir et de soigner ses troubles. Cependant, la pulsion originelle n'a pas disparu. La vie psychique inconsciente est-elle maîtrisable? Objection. En attribuant nos choix à l'inconscient, qui est inconnu et inaccessible par définition, ne cherchons-nous pas à fuir nos responsabilités? Passons maintenant à la thèse de l'existentialisme, qui stipule que l'homme doit choisir son existence dans les limites qui lui sont imposées, et dont un des philosophes qui est pour est Jean-Paul Sartre. Il dit « La maladie est une condition à l'intérieur de laquelle l'homme est de nouveau libre et sans excuse. » Selon Sartre, malgré les circonstances, tout individu est libre et responsable de ce qu'il fait. On peut prendre l'exemple de l'athlète Ashmat Hassiem en 2006 qui participe à un exercice de sauvetage en mer et durant lequel il est attaqué par un requin. Il perd sa jambe droite et doit abandonner son rêve de devenir footballeur. Il tombe alors dans la dépression. Toutefois, aidé par une championne de natation, il s'entraîne et remporte la médaille de bronze aux Jeux Olympiques de 2012. Son accident ne l'a pas empêché d'être sportif de haut niveau. Il affirme même utiliser sa peur du requin quand il nage pour gagner en rapidité. Par quoi la condition physique d'Ashmat Hassiem est-elle déterminée? En quel sens cet athlète est-il entièrement libre? Une objection demande si la maladie n'est-elle pas parfois plus forte que notre volonté? Et c'est ainsi qu'on passe à la dernière thèse, celui du stoïcisme, qui est porté par Épictète, et qui stipule que l'esprit n'est libre que s'il accepte le cours du destin. Épictète dit « Veuille que ce qui arrive arrive comme il arrive, et le cours de ta vie sera heureux. » Pour lui, nous sommes libres intérieurement, même si nous ne pouvons contrôler ce que le destin nous impose. Par exemple, on peut prendre le cas de Néron, qui envoie un jour son affranchi, Épaphrodite, interroger l'Étaranus, qui avait comploté contre lui. Face aux différents refus de ce dernier de répondre aux questions, Épaphrodite le menace de l'emprisonner, puis de l'envoyer en exil et enfin de le condamner à mort. Alors qu'il demande qu'on le mette au fer, l'Étaranus répond « Ce sont mes jambes que tu y mettras, mais pour ma volonté, elle sera libre, et Jupiter même ne peut me l'ôter. » Épaphrodite lui fait alors couper le cou. Le premier coup ayant été trop faible pour lui enlever la tête, l'Étaranus la retira, puis la tendit de nouveau avec beaucoup de fermeté et de constance. En quoi le choix de l'Étaranus est-il libre, selon la doctrine d'Épictète? Une opposition demande si ce fatalisme ne nous amène-t-il pas à une forme de résignation et de passivité qui abolirait notre liberté. Merci pour avoir regardé cette vidéo et à bientôt.